Bonjour à tous, moi je suis Christophe Arruti, je suis technicien à la direction départementale des territoires et de la mer des Landes à Mont-de-Marsan. Plus précisément, je travaille au service chargé de la police de l'eau et je suis venu avec deux collègues du Gers. Bonjour à tous, moi je suis Stéphanie Estevenon, adjointe à la chef d'unité qualité de l'eau et milieu aquatique à la direction départementale des territoires du Gers et arrivée assez récemment dans cette fonction-là, en fin d'année de l'année dernière. Voilà. Bonjour Valérie Lacombe-Piamia, chef du service eau et risque. Pardon, je me décale pour ne pas faire de bruit. Chef du service eau et risque à la DDT du Gers. J'accompagne effectivement Stéphanie du fait qu'elle ait peu d'antériorité sur ces fonctions-là. Donc il y a peut-être parfois des choses dont on a déjà discuté, dont elle n'est pas informée. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire une présentation complète. Et je remercie à ce titre Christophe qui a bien voulu monter notre présentation que nous avons complétée par des éléments spécifiques au 32. Ok, donc là on va d'abord faire, pour commencer en douceur, quelques rappels de définition réglementaire liés à la loi sur l'eau. On ne va pas énumérer tous les articles, rassurez-vous. Ensuite, on va faire un point sur le recensement des plans d'eau existants dans les Landes et dans le Gers. Et ensuite, on attaquera un volet sur la création de plans d'eau avec quelques principes de la loi sur l'eau, quelques rappels de procédure, ce qu'on attend en termes de dimensionnement et de surveillance des plans d'eau, et puis faire le point sur le nombre de plans d'eau créés, demandés, un point particulier sur le règlement des sages Adour et Midouze, et voir ensemble quels sont les freins à la création de retenues d'irrigation, et un point sur les financements des projets. Alors, comme je l'ai dit, donc, quelques rappels de définition. Alors, un plan d'eau, au titre de la loi sur l'eau, c'est une étendue d'eau permanente ou non, dont la superficie dépasse 1000 m². Les 1000 m², on les prend au niveau du déversoir quand il y en a un, ou alors quand il n'y a pas de déversoir, c'est l'excavation qui a été créée pour stocker l'eau. Un cours d'eau, donc depuis de nombreuses années, la loi s'appuyait sur la notion de cours d'eau, mais la notion de cours d'eau, elle a été définie que très récemment, en 2016. Donc un cours d'eau, ça doit respecter 3 critères. Une présence d'une source, un débit suffisant une majeure partie de l'année et un lit naturel à l'origine. Et la loi précise qu'un cours d'eau peut être sec une partie de l'année selon les conditions météo. Troisième définition, bon là c'est mal, ce sont les zones humides. Donc les zones humides, c'est des terrains exploités ou non, dont le sol est gorgé d'eau ou sur lequel poussent majoritairement des plantes hygrophiles. Hygrophiles, ça veut dire qu'ils aiment avoir les pieds dans l'eau. C'est soit gorgé d'eau, soit le sol, soit les plantes hygrophiles. Il y a quelques années, c'était les deux. Maintenant, c'est devenu c'est l'un ou l'autre. Et enfin, on a les barrages classés. Donc, dans nos 2 départements, les barrages, c'est essentiellement des remblais en terre. Il peut y avoir d'autres techniques, mais dans nos 2 départements, c'est des remblais en terre. Donc, ils peuvent être classés en A ou B ou C, selon la hauteur et le volume de l'ouvrage, et parfois la présence d'habitation à l'aval. Quand le barrage est classé, donc il y a des obligations, ça fonctionne un peu comme le contrôle technique automobile. Le gestionnaire doit vérifier son barrage par un bureau d'études agréé. De façon régulière, la fréquence va dépendre de la classe du barrage. Et ensuite, on a tous les barrages qui sont non classés, parce que trop petits, et ceux-là, ils ne font pas l'objet de vérification par un bureau d'études agréé, mais ils sont quand même soumis à la loi sur l'eau. Donc là, un point sur le recensement des plans d'eau existants dans les Landes. Donc, alors pourquoi on fait ce recensement ? D'abord parce que c'est le SDAGE, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Adour-Garonne, qui le demande, avec sa disposition D15, qui demande à l'État de recenser les plans d'eau et de le mettre en conformité. Donc on a procédé à un recensement par télédétection, donc c'est tous les points que vous voyez sur la carte. Ça, c'est uniquement pour les Landes. Donc dans les Landes, on a 3000 plans d'eau. On en a 700 dans le sage Midouze pour la partie landaise, 800 pour le sage Adour-Amont et 270 pour le sage Adour-Aval. Au niveau de l'usage, donc là, on a simplement rappelé le taux d'utilisation pour l'irrigation. Donc au total, on est entre 25 et 38% de plans d'eau utilisés pour l'irrigation, c'est-à-dire 1 sur 4 à 1 sur 3 qui est utilisé pour l'irrigation.
Le reste, ça va être absence d'usage ou agrément. On peut avoir aussi de la chasse au gibier d'eau. On va avoir de la DFCI. Mais globalement, la plupart des plans d'eau servent à l'agrément, c'est-à-dire n'ont pas d'usage particulier. On a analysé ensuite la situation administrative des plans d'eau, c'est-à-dire qu'on a retravaillé toutes nos archives, on a essayé de les associer à ces plans d'eau-là. Donc on a pu associer des actes administratifs dans 28% des cas. Pour le reste, la grosse majeure partie des plans d'eau, ils ont été créés avant une loi sur l'eau de 1992. À l'époque, les plans d'eau hors cours d'eau ne relevaient de rien, donc forcément, ces plans d'eau-là ont été faits non pas de façon irrégulière, ils n'étaient soumis à rien. Et dans 6% des cas, les plans d'eau étaient créés avant 92, donc ça nécessite des contrôles de notre part et on demande à ce qu'ils soient mis en conformité, c'est-à-dire qu'ils déposent un dossier afin de les régulariser. Ça, c'était la partie recensement. Et sur un bassin particulier, celui du Midou, donc c'est un sous-bassin de la Midouze, on a engagé une démarche de régularisation. Donc, on avait 200 plans d'eau sur ce bassin de la Midouze, du Midou, pardon. Et donc, on a pour l'ensemble des plans d'eau, établi des actes administratifs de régularisation. Donc ça, c'est une procédure qui est assez lourde. On a dû envoyer un géomètre pour mesurer les caractéristiques du plan d'eau. Ensuite, on a été ensemble voir si le plan d'eau, ensemble avec le gestionnaire et parfois la chambre d'agriculture, voir si le plan d'eau était établi sur cours d'eau ou sur fossé. Ça a nécessité de nombreux échanges. Donc c'est quand même une procédure qui est relativement lourde. Et ensuite, donc, sur le Midou, c'est terminé. On l'a fait parce que sur le Midou, on a un projet de territoire en cours. Et le prochain projet de territoire, c'est sur la 12. Enfin, c'est là où on va intervenir après le Midou. On interviendra sur la 12, où on a à peu près le même nombre de plans d'eau, à peu près 200 plans d'eau. Là, je vais te laisser. Donc du coup sur le territoire du Gers, en fait, on recense plus de 3000 plans d'eau et cela représente un volume d'environ 160 millions de mètres cubes d'eau stockée. Et là dans le tableau à côté, on voit la répartition en fait en termes de volume par plan d'eau. Donc là, on a une grosse majorité des plans d'eau sur le territoire gersois qui ont une capacité de stockage inférieure ou égale à 20 000 mètres cubes. Un tiers qui ont une capacité entre 20 000 et 50 000 mètres cubes et après une dizaine de pourcents entre 50 et 150 000 mètres cubes de volume stocké et une très faible minorité qui stocke des volumes assez conséquents. Les volumes conséquents en question sont essentiellement ceux qui sont liés aux retenues structurantes du système Nest. Donc du coup, on va penser notamment aux retenues de la Starac, à la retenue de la Gimone ou à la retenue, à ces grandes retenues-là qui sont du coup en piémont du système Nest. Et du coup, après, en complément aussi, par rapport à ce nombre de plans d'eau recensés, on a aussi fait un travail satellitaire en couplant en fait de la carto pour voir en fait, pour identifier d'autres masses d'eau en fait potentiellement. Sur la base de travail carto. Et on est en train de poursuivre le travail pour identifier si sur ces masses d'eau complémentaires qui auraient été identifiées par travail satellitaire sont soit des plans d'eau, sont réellement des plans d'eau, soit c'est des petits points qui ne seront pas rattachés à des masses d'eau. Et le cas échéant, en fait, en fonction de savoir si ce sont bien des masses d'eau avérées, de voir si elles sont soumises à l'ALEMA et du coup informer les personnes propriétaires de ces masses d'eau de pouvoir régulariser la situation administrativement. On fait le même travail que celui qui a été réalisé par les collègues des Landes, mais dans un timing qui n'est pas exactement le même. Les 3000 plans d'eau dont parlait Stéphanie initialement sont des plans d'eau qui étaient connus de l'administration, avaient été pour l'essentiel réalisés d'ailleurs avec l'aide de l'administration dans les années 70 à 80. Et ensuite, il y a tout un tas de petits plans d'eau, soit des mares qui avaient été un peu élargies, soit qui sont effectivement que des mares, que nous avons identifiés par télédétection. Et en fait, maintenant, on est en train de faire une cartographie exhaustive de l'intégralité de ces plans d'eau, de ces masses d'eau qui sont ou pas des plans d'eau sur le plan réglementaire, de sorte à avoir vraiment une connaissance exhaustive de notre département.
Du coup, là, on a présenté en fait l'usage des plans d'eau qu'on a pu recenser en termes d'usage, donc c'est-à-dire l'irrigation, soutien d'étiage, l'usage plutôt de loisirs. Et aussi activité piscicole, donc en termes sur tout le territoire et aussi plus particulièrement sur le sage Adourama et sur le sage 1012. Donc vous avez 2 diagrammes en bas qui permettent de présenter en termes de volume total sur le diagramme de gauche, et sur le diagramme de droite c'est plutôt en termes de nombre d'ouvrages. Donc en fait on a... Parce que là c'est pas... Ouais. Donc on a 49% du volume de stockage qui est dédié à l'irrigation, et en termes de nombre d'ouvrages, on est à 2270 sur tout le territoire gersois. Et si on fait un focus sur les sages, donc à Douramont, ça représente 312 ouvrages, et sur le 1012, 494. Donc ça, c'est on va dire l'usage le plus courant. Après, l'autre usage important, c'est le soutien d'étiage, qui en termes de volume représente 39% à l'échelle du territoire gersois, mais en termes de nombre de masses d'eau, de plans d'eau, ça représente que 20 ouvrages. Donc après, je ne vais pas rentrer dans le détail. Bon, l'autre activité importante, c'était plutôt l'activité piscicole, mais c'est à l'ensemble du territoire gersois, et je crois que tu avais fait un calcul. Oui, Vous considérez que chaque ouvrage a une vocation unique? Alors, dans l'essentiel des actes dont nous disposons sur les ouvrages des années 70 à 80, on est effectivement sur de l'usage quasiment unique, dans la très très grande majorité des cas. Le multi-usage, on va l'avoir sur les retenues structurantes ou sur des retenues qui sont nouvellement créées post-loi sur l'eau. En revanche, les ouvrages initiaux étaient plutôt sur des usages uniques. Et en fait, on a voulu comparer un peu les 2 territoires, Adourama et Mi-12. Et en fait, on a constaté qu'en termes de volume global stocké sur le Mi-12, on était plutôt aux alentours de 27 millions de mètres cubes, alors que sur l'Adourama, on est plutôt à 17 millions. Et les proportions de nombre de plans d'eau font qu'au final, on a un volume moyen stocké sur les 2 sages qui est à peu près équivalent et qui se situe entre 40 et 50 000 mètres cubes. Voilà. Donc, après le recensement, on va parler de création, et donc rappeler simplement quelques principes généraux de la loi sur l'eau. Dans la loi sur l'eau, on va retrouver une nomenclature, c'est-à-dire c'est une liste d'opérations. Donc par exemple, création de forages, création de plans d'eau, création de barrages en cours d'eau, modification de zones humides. Ces opérations sont classées par rubrique. Donc quand une personne, un porteur de projet vient nous voir en nous expliquant son projet, il nous décrit son projet, donc on en connaît les caractéristiques, et nous on va comparer finalement les caractéristiques du projet au seuil des rubriques de la nomenclature. Ensuite, on va en déterminer le régime administratif, c'est-à-dire soit la déclaration, soit l'autorisation. Ensuite, le porteur de projet va faire réaliser un dossier, généralement par un bureau d'études. Le dossier devra respecter donc des prescriptions générales, elles sont établies par un arrêté ministériel, mais pas que. Il y a également les dispositions du SDAGE, le règlement du SAGE, et ensuite il y a l'instruction. Donc 2 mois pour instruire un dossier de déclaration, 6 mois pour instruire un dossier d'autorisation environnementale. Auparavant, jusqu'en 2024, c'était 9 mois, ça a été ramené à 6 mois. Et ensuite, le préfet prend une décision, il peut autoriser le projet, c'est-à-dire il peut accepter la déclaration ou s'opposer à la déclaration, il peut autoriser le projet soumis à autorisation ou rejeter la demande ou fixer des prescriptions complémentaires et spécifiques, selon en fait ce qui a été révélé lors de l'instruction du dossier. Alors en dessous, c'est un exemple. Imaginons qu'un projet consiste à créer un plan d'eau de 20 000 m² avec un barrage en cours d'eau de 3 mètres et qui mettrait en eau 5 000 m² de zone humide. Ce n'est pas le projet le plus vertueux, mais c'est un exemple. Donc à chacune de ces caractéristiques, on va en déduire des rubriques. Un plan d'eau de 20 000 m², c'est soumis à la rubrique 3230, qui soumet à déclaration les plans d'eau entre 1000 m² et 3 hectares. Donc sur cet aspect-là, le plan d'eau est soumis à déclaration.
Sauf que le barrage en cours d'eau de 3 mètres, lui, dépasse un seuil de 50 cm, et donc il est soumis à autorisation. Parce que le seuil d'autorisation pour les barrages en cours d'eau, c'est 50 cm. Et ensuite, idem pour la zone humide, dès qu'on modifie une zone humide de plus de 1000 m², on est soumis à déclaration. Au-delà d'un hectare, c'est autorisation. Au final, on retient le régime le plus contraignant, celui de l'autorisation, et donc le tout est soumis à autorisation environnementale. J'ai parlé tout à l'heure des prescriptions générales, c'est des normes. En fait, les gens nous demandent quelles sont les normes pour créer un plan d'eau. Ça s'appelle des prescriptions. Donc, elles sont définies par un arrêté ministériel du 9 juin 2021. Il a remplacé un autre arrêté qui datait de 1999 et qui sensiblement fixait les mêmes prescriptions. Il s'applique au nouveau plan d'eau et au plan d'eau existant de plus de 3 hectares. Alors, dans ces prescriptions, on va retrouver des distances par rapport au cours d'eau. Donc, la distance, ça va dépendre de la largeur du cours d'eau. Cet arrêté également, il indique qu'un plan d'eau ne peut modifier une zone humide que s'il est déclaré d'intérêt général majeur. Alors, modifier une zone humide de plus d'1 hectare, parce qu'initialement c'était toute modification de zone humide, mais en 2024, le seuil a été ramené à 1 hectare. Il faut que l'évacuateur de crue soit dimensionné pour pouvoir évacuer à minima la crue centenale. Une revanche minimale de 40 cm. La revanche, c'est la différence entre la crête du barrage et le plan d'eau lorsqu'il est rempli. Il faut pouvoir vidanger en urgence le plan d'eau en moins de 10 jours. Et il faut supprimer la végétation ligneuse sur les parements du remblai. Et il faut éradiquer, c'est le terme qui est employé dans l'arrêté ministériel, les plantes exotiques envahissantes. Et après, localement, nous, quand on instruit des dossiers, on demande à ce que les modalités de vidange soient déjà intégrées dans le dossier, et que on pense que c'est une façon de bien gérer les retenues. On demande à ce que la retenue soit mise en assec régulièrement, par exemple tous les 5 ans par exemple, afin d'améliorer ou d'éviter, de réduire l'eutrophisation des plans d'eau. Alors là, on a mis en photo ce qu'on voudrait voir et ce qu'on ne voudrait pas voir. Donc en haut à droite, c'est un plan d'eau rempli d'une plante exotique envahissante, la Jussie. Ensuite, au milieu, c'est les rhéos. Donc pour gagner un peu plus de mètres cubes, certains gestionnaires mettent en place des rhéos. Donc c'est la photo de droite. Donc c'est au détriment de la sécurité, puisque là, on réduit fortement la revanche, la marge de sécurité. Et on augmente le risque de surverse, donc de rupture du barrage. Et en dessous, c'est l'entretien de la végétation ligneuse. Voilà, avec l'exemple un peu extrême à droite, où c'est une véritable forêt qui a envahi le barrage. Et là, c'est un plan d'un filtre à paille. C'est un système assez rudimentaire, mais qui permet, lors des vidanges, de retenir les matières en suspension afin qu'elles ne viennent pas colmater, par exemple, les frayères à l'aval du plan d'eau, par exemple. C'est ce genre de dispositions que l'on explique aux porteurs de projets afin qu'ils les intègrent dans son dossier. Là, c'est un volet un peu particulier pour les plans d'eau d'irrigation dans les Landes. Depuis 2012, avec la Chambre d'agriculture des Landes, on a mis en place un parcours. Lorsqu'un agriculteur vient nous voir et qu'il a un projet, on le dirige en fait vers la Chambre d'agriculture, qui va établir un avant-projet, une ébauche de projet. Et à réception de cet avant-projet, on se déplace sur le terrain pour faire une visite conjointe. Donc c'est à la fois l'agriculteur, la Chambre d'agriculture, la DDTM et l'Office français de la biodiversité. À l'issue de cette visite, elle a pour but de déterminer les enjeux environnementaux. Est-ce qu'on est sur un cours d'eau ou sur un fossé? Est-ce qu'on est face à une zone humide ou pas? Et ensuite, la DDTM envoie à l'agriculteur un compte-rendu pour expliquer la démarche au titre de la loi sur l'eau. On essaye d'aborder les autres réglementations parce qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que la loi sur l'eau. Bon, il y a nos collègues de la forêt quand il y a du défrichement. On met un volet urbanisme quand il faut creuser le sol ou surélever le sol. Il y a parfois d'autres réglementations telles que l'archéologie. Donc on essaye d'être assez exhaustif dans notre compte-rendu. C'est surtout un compte-rendu que le porteur de projet va donner à son bureau d'études afin que les choses soient à peu près cadrées. Ce bureau d'études va constituer un dossier
il sera déposé à l'administration, à la DDTM, et ensuite on va l'instruire et éventuellement le diriger vers les financeurs. Alors, le graphe, ça représente un petit bilan depuis 2012. Depuis 2012, on a eu 208 avant-projets qui représentent 6 millions de mètres cubes. Finalement, sur ces 208, 44 projets, c'est-à-dire à peu près 20% des avant-projets, étaient soit sur cours d'eau, soit sur zone humide. Donc ça, je rappelle que le SAGMI 12 et le SAGADOUR à Mont, ils interdisent la création de plans d'eau sur cours d'eau. Donc forcément, quand des projets comme ça, ils ne peuvent pas aller au bout. En zone humide, c'est pas interdit, mais extrêmement compliqué, et ça prive de tout financement public. Donc forcément, les projets ne vont pas au bout. Donc il en reste 164 où on était hors cours d'eau et hors zone humide. Et ça représentait 4,6 millions de mètres cubes. Sur ces 164 avant-projets où tous les voyants étaient ouverts, on a reçu 34 déclarations. Elles ont toutes été instruites favorablement, c'est-à-dire qu'elles sont toutes allées au bout. Il n'y a pas eu d'opposition à déclaration, et ça représente 827 000 mètres cubes. Et sur ces 34 déclarations, il n'y a eu que 22 réalisations effectives. Alors, certaines sont en cours, les gens cherchent peut-être des financements ou sont en train de rechercher les entreprises, mais certains ont abandonné le projet aussi après avoir fait toutes les démarches. Donc après, on a réparti les demandes qui sont représentées par les petits points. Alors bien sûr, dans notre département, on ne fait quasiment pas de retenue sur la partie nord et littorale parce qu'il n'y a pas de relief, parce que le sol ne s'y prête pas. C'est du sable. Donc la plupart des retenues se font dans le SAGMI. La plupart des demandes ont lieu dans le SAGMI 12 et essentiellement dans le SAG à Douramont. Du coup, là, vous avez un graphique qui présente l'évolution des retenues créées dans le Gers avec l'accompagnement des services de l'État depuis les années 1970. Donc, on a, vous voyez, un fort nombre de retenues créées dans les années 70 à 80, avec une diminution fin des années 90, peut-être en lien avec l'apparition aussi de la réglementation de la loi sur l'eau en 92. Et en fait, voilà, des années 90 à fin des années 2017, on voit vraiment une tendance de stagnation du nombre de retenues créées. Et depuis ces dernières années, on a une légère augmentation, mais vraiment très légère par rapport... Bon, quand on compare au niveau des années 70-80, bon, c'est pas les mêmes niveaux, mais on voit que ça augmente très légèrement. Et la chute conséquente qu'on peut noter dans les années 90, elle est effectivement due à l'apparition de la loi sur l'eau, qui a nécessairement rebattu les cartes sur la façon d'appréhender un projet, qui devait se faire du coup avec un cadre qui n'existait pas préalablement. Mais elle est aussi liée à la fin de l'assistance technique des services de l'État sur le terrain. C'est-à-dire que la plupart des retenues que vous pouvez voir dans les années 70-80, elles ont toutes effectivement été créées avec les moyens de l'État, et les moyens d'ingénierie et les moyens concrets des services de l'État. Donc forcément, quand l'État s'est retiré de ces missions-là, ça a aussi compliqué la mise en œuvre concrète des plans d'eau. À noter que si là, on est sur un nombre de retenues créées, on a exactement la même physionomie de l'histogramme sur... Enfin, pas de l'histogramme d'ailleurs, enfin bref, de ça là, du schéma. On a exactement la même physionomie quant au nombre de dossiers déposés. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y avait un très grand nombre de dossiers déposés qui n'ont pas donné lieu à des autorisations, mais c'est bien qu'on a exactement la même logique qui a été suivie et de la part des porteurs de projets et de la part des services de l'État, forcément en conséquence, quant au nombre de retenues créées. Et ça, c'est la seconde chose dont vous parlera Stéphanie. Donc là, on a fait un focus sur les années plus récentes, et donc sur le nombre de retenues créées et leur physionomie. Donc là, sur les dernières années, en fait, en termes de retenues, on a créé et autorisé, on est sur une dizaine par an, avec, voilà, ça varie en moyenne un peu moins d'une dizaine. Et en termes de volume, la moyenne qu'on avait pu voir, c'est une moyenne aux alentours de 100 000 mètres cubes au total de stockage créé, avec
Oui, c'est ça. Avec une forte... on va dire que voilà, la dernière année, 2024, on a eu 7 autorisations pour un volume de plus de 200 000, tout confondu. Ouais, simplement si le schéma est identique, donc Stéphanie va vous le préciser, mais le schéma d'instruction est identique dans le Gers à celui qui a été présenté par Christophe dans les Landes. Ce qui fait que les chiffres qu'on vous propose ici sont ceux des retenues qui sont effectivement autorisées. Quand on parle de créer, c'est que nous, on a mené le travail d'instruction jusqu'au bout. Donc soit il n'y a pas eu d'opposition à déclaration, soit on a écrit et rédigé et signé un arrêté d'autorisation. En parallèle, il faut bien comprendre qu'il y a des dossiers qui ont été déposés et qui pourraient avoir été rejetés. Statistiquement, on en a un nombre très faible parce que les dossiers qui sont déposés généralement sont accompagnés par nos services et donc sont en capacité d'aller jusqu'au bout. Mais derrière ça, il y a surtout des chiffres beaucoup plus importants d'avant-projet avec lesquels nous travaillons avec les différents bureaux d'études qui sont sur le territoire. Et là, par contre, ça peut passer du simple au quintuple. C'est-à-dire que derrière les 10 retenues effectivement autorisées en 2024, on a à peu près une cinquantaine d'avant-projets sur lesquels nous avons travaillé avec nos partenaires. Bon, peut-être ça va faire une redite du fonctionnement de nos collègues des Landes, mais voilà ce que disait Valérie. Donc nous, comment on fonctionne dans le Gers, c'est qu'on fait un cadrage préalable en amont lors d'un avant-projet, d'une présentation d'un avant-projet, avec l'ensemble des intervenants, donc c'est-à-dire en premier lieu le pétitionnaire, le bureau d'études qui l'accompagne, nos services, les services aussi de l'OFB. Pourquoi ? Pour, comme on disait, éviter le dépôt d'un dossier qui sera refusé de toute façon, ou pour des raisons légitimes, réglementairement parlant. Donc c'est vraiment accompagné pour avoir un dossier recevable. Définir ensemble la procédure et le socle des données à fournir dans le cadre du dépôt du dossier et échanger sur le dossier. Donc ça peut être accompagné par une visite terrain, clairement, au cours de laquelle voilà, on va voir sur le terrain quel est le projet et qu'est-ce qui est mis en place pour aboutir. Donc bon, on se base sur les textes réglementaires, donc je ne vais pas rentrer dans le détail qui a été évoqué par Christophe. Donc voilà, une dizaine de dossiers par an qui sont déposés. On a également aussi un travail de recensement et de mise en conformité réglementaire dans le territoire du Gers. Donc c'est-à-dire que c'est des plans d'eau qui ont fait l'objet, qui ont une existence légale et dans lequel en fait voilà, dans le cadre de demandes comme lors de ventes, de demandes de curage, on en profite pour demander à ce qu'ils puissent être mis en conformité. Donc on transmet les éléments à nous fournir et derrière nous on prend un arrêté préfectoral qui inclut l'ensemble des caractéristiques de l'ouvrage et de ses organes clés et aussi des prescriptions et des mesures ERC, donc éviter, réduire, compenser lors de la phase chantier, pendant la phase construction ou pendant la phase d'exploitation. En fait, ces échanges et ce cadrage en amont est fait depuis le premier trimestre 2024 lors d'un polo que je vais vous détailler juste après. Oui, peut-être tout simplement avant que Stéphanie vous décrive le pôle eau, donc qui est effectivement une innovation du préfet du Gers qui a fait suite aux mobilisations agricoles. Simplement vous dire que dans le cadre des différentes instructions que l'on peut mener, on constate également une part croissante, et c'est normal avec la vie des ouvrages, mais une part croissante de dossiers qui sont déposés pour réparer des plans d'eau. Plans d'eau qui, encore une fois, sont issus en fait, des années 70-80, ont été construits comme ils ont été construits et surtout mal entretenus. Et donc en fait, avec les grands orages et les grandes intempéries que l'on peut connaître maintenant annuellement, systématiquement, à l'issue de ces intempéries printanières, on vient nous voir soit pour des ruptures de digues probables, soit pour des ruptures de digues effectives, soit parce qu'on découvre des renards vraiment conséquents qui mettent en danger la vie de ces plans d'eau.
Donc suite à ces constats, on a souhaité aussi finaliser systématiquement nos instructions par la mise en place d'un arrêté qui prévoit les conditions d'entretien des plans d'eau. C'est à la fois une visée pédagogique, parce que du coup ça permet aussi d'accompagner le pétitionnaire sur la vie future de son plan d'eau au-delà de sa création, et ça permet à nous de créer des échéances en fait, durant lesquelles on pourra vérifier et accompagner les acteurs du territoire pour s'assurer de la survie de leur plan d'eau. Parce que vraiment le nombre est réellement conséquent. Suite aux intempéries là, de juin 2023, on a eu quasiment une vingtaine de dossiers qui ont été déposés parce que les arbres ont pu être arrachés sur les digues, parce que malheureusement ces arbres avaient poussé sur les digues, mais on a également des brèches qui ont été faites dans ces mêmes digues. Donc on a beaucoup de dégâts qui sont causés, et puis ça peut causer économiquement même des difficultés importantes pour les propriétaires. Du coup, là, en fait, je vais reprendre les bases. Dans le sens, dans le territoire du Gers, en fait, il avait été initié un pôle départemental de la ressource en eau. Donc, en fait, une instance de dialogue qui permet en fait, de déterminer des chantiers stratégiques de gestion de la ressource en eau à l'échelle du territoire. Donc c'est en fait une instance qui peut se réunir une fois par an et qui permet de définir derrière des axes, des chantiers spécifiques et des chantiers individuels pour établir derrière une feuille de route. C'est-à-dire que une feuille de route sur les chantiers prioritaires et annuels à l'échelle du département. Et à l'issue de ce pôle départemental de la ressource en eau, il peut être fait des comités techniques dédiés sur une thématique, donc un COTEC. Et en fait, le polo, pour certains qui en ont entendu parler et participé, le polo est un COTEC dédié vraiment au plan d'eau, qui est vraiment là une instance de dialogue technique et réglementaire qui réunit autour de la table monsieur le préfet, les pétitionnaires, les services de la DDT, que ce soit principalement le service eau et risque, mais les autres services en cas de projets en lien avec du défrichement. Donc il peut y avoir d'autres services qui sont conviés à cette réunion. Les agents de l'OFB, de l'agence de l'eau, du conseil départemental, des participants aussi tels que l'ADASEA, l'Institut Adour, les sages aussi sont conviés à ces polos. Et en fait c'est une instance de dialogue où il est exposé le projet, et aussi comment dire, les pistes, pour pouvoir avoir un dossier finalisé et recevable et autorisé à la clé. Donc en fait, dessous le déroulement, c'est de pouvoir déposer un dossier en phase amont, une vingtaine de jours avant le polo, qui est examiné au sein de la DDT. Et en fait, suite à cet examen, nous on fait le choix soit de faire un échange direct avec le porteur de projet et le bureau d'études qui l'accompagne sans qu'il y ait de nécessité à le passer en polo, soit en fait il y a une liste qui est préarrêtée et transmise aux différents acteurs que j'ai cités, des dossiers qui seront évoqués au polo. Et lors du polo, en fait, voilà, c'est vraiment on passe dossier par dossier, voir le projet, les solutions, et à la clé, en fait, il y a un avis qui est donné par nous, de savoir si on donne un avis favorable au projet en l'état, et du coup le dossier peut être déposé au sein de nos services. Soit on a un avis avec réserve, c'est-à-dire qu'il faut qu'il puisse être revu sur certains aspects, puisque là, même s'il est déposé, on ne pourra pas, il y aura nécessité à avoir des prescriptions complémentaires, ou dans certains cas un avis défavorable, puisque réglementairement il ne coche pas différents points. Donc clairement en 2024 il y a 57 dossiers qui ont pu être étudiés lors du polo. Donc il y en a eu 7 qui ont eu vraiment un avis défavorable, avec lequel il a fallu revoir l'ensemble du projet. 23 ont eu un avis avec réserve, donc certains ont été revus, et suite à un second passage au polo, en fait ils ont reçu un avis favorable.
Et après, on a eu plus de la moitié, 24 dossiers, qui ont eu un avis favorable. Donc certains ont été après abandonnés par les porteurs de projets, ou certains ont été déposés aussi. En fait, synthétiquement, l'idée du préfet du Gers était à la fois de gagner en visibilité sur le travail qui était réalisé par les services de l'État pour accompagner les pétitionnaires pour créer des ressources, soit ensuite de gagner aussi en communication et en échange d'informations pour en fait avoir une instruction qui soit comprise des pétitionnaires. Donc l'idée, c'est de réunir tous les acteurs autour de la table, à la fois pour partager les difficultés et leur trouver des solutions qui soient communes à tous, soit aussi traiter des questions de financement dont on s'est rendu compte que la plupart d'entre elles étaient bloquantes pour beaucoup de pétitionnaires. C'est la raison pour laquelle les régions ont accepté de nous rejoindre dans ce pôle eau, mais également l'agence de l'eau. Et en fait, grâce à ces partenaires, on essaie d'accompagner les pétitionnaires jusqu'au bout, à la fois sur les aspects réglementaires et financiers. Et oui, Marie, je vois que tu nous dis d'accélérer. Les slides suivantes, pour nous, en tout cas, ne sont pas utiles, donc on va pouvoir... sont moins utiles. Donc on va la parole. C'est bon ? Ok. Donc... dans le cadre de la création de plans d'eau, le projet doit respecter le règlement du SAGE. Donc on voulait évoquer un point particulier. On a mis en parallèle les cas où le SAGE interdit la création d'un plan d'eau. Donc la première ligne, elle est commune au SAGE Adour-Amont et SAGE Midouze. On n'a pas le droit d'autoriser un plan d'eau établi sur cours d'eau. Il y a des dérogations, par exemple pour la DFCI, l'eau potable, le bassin de traitement, mais un plan d'eau d'irrigation, par exemple, ou un plan d'eau d'agrément, il ne peut plus être autorisé sur cours d'eau. Donc concrètement, sur le SAGE Adour-Amont, on a rejeté 10 projets sur ce principe-là. Sur le SAGE Midouze, on a indiqué que 3 avant-projets ne pourraient pas voir le jour. La deuxième ligne, ce sont des zonages très particuliers. Je ne vais pas m'étendre parce que nous, on n'a jamais rencontré ces cas-là sur le SAGE Adour-Amont ou sur le SAGE Midouze. La troisième ligne, donc le SAGE Adour-Amont limite le volume de la retenue à la moitié des apports des pluies efficaces en année quinquennale sèche. C'est bien expliqué dans le règlement du SAGE Adour-Amont, c'est au droit du projet. Le bassin versant, il est calculé au droit du projet. À la différence, le SAGE Midouze, la rédaction indique dans un bassin versant. Nous, on ne sait pas ce que ça veut dire, un bassin versant. Est-ce qu'on doit prendre au droit du projet la zone hydro définie par l'agence de Adour-Garonne, la masse d'eau européenne? Ce n'est pas précisé. Donc, nous, dans les Landes, on n'applique pas cette ligne du règlement du SAGE Midouze parce qu'on la juge imprécise. On a d'autres difficultés à l'application de cette règle, c'est lorsque le bassin reçoit à la fois les eaux de ruissellement, mais son alimentation est complétée par un forage ou un pompage hivernal. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Le total du ruissellement limité par la pluie efficace quinquennale sèche, complété par le forage ou le pompage hivernal, ou est-ce qu'on se limite stricto sensus à la taille du bassin versant? Bon, là, ça, c'est des points, je pense qu'il faudra éclaircir dans les révisions des sages. Là, juste, ça illustre les pluies efficaces en année quinquennale sèche que la DDTM a acheté les données à Météo France. Donc on a procédé à un premier achat vers 2012. C'était pour la période 1981-2010. Et on a acheté la mise à jour il y a 2 ans. Alors vous ne voyez pas forcément, mais les pluies efficaces en année quinquennale sèche ont augmenté entre ces 2 périodes. Alors bien sûr, on a été obligé de réécrire à toutes les personnes à qui on avait expliqué que leur projet ne pouvait pas être aussi grand que prévu, en leur expliquant que finalement la réduction allait être elle-même diminuée. Donc voilà, c'était plutôt une bonne nouvelle pour eux. Christophe, on te propose de faire... Ok. Alors juste, on est parti d'un principe, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, 220 projets agricoles présentés par la Chambre d'agriculture, 40 qui ont été mis de côté parce que infaisables ou trop compliqués, voilà. 160 qui étaient où les voyants étaient ouverts. Sur ces 160, on n'a eu que 30 déclarations reçues. Donc, qu'est-ce que font les 130 autres projets? Tous les voyants étaient ouverts et pourtant, aucune déclaration n'est déposée. Donc, on a cherché à savoir. On a mené une enquête auprès de certains agriculteurs qui étaient dans ce cas-là. Alors, je vais commencer par ordre décroissant d'importance.
On peut avoir d'autres freins, autres que la loi sur l'eau. Par exemple, l'archéologie préventive. C'est-à-dire que le projet est dans une zone très spécifique où le projet serait soumis à des sondages, donc aux frais bien sûr du porteur de projet. On a d'autres cas, voilà, il est pas dans un périmètre de protection de captage d'eau potable, il est dans une zone inondable. Ensuite, l'autre motif, c'est le défrichement. Il y a des zones qui sont classées espaces boisés classés où la personne n'aura pas le droit de défricher. Ou parfois le PLU ou PLUI interdit tout mouvement de sol sur la zone. On peut avoir des problèmes liés au sol, c'est-à-dire que l'agriculteur a fait venir le péliste et puis il s'aperçoit que le sol ne peut pas accueillir la retenue parce qu'il y a des venues d'eau, etc. Ou des problèmes de foncier, c'est-à-dire que le voisin ne veut pas lui céder le terrain dont il a besoin. Un point aussi fort qui avait été soulevé lors de l'enquête, c'était des incertitudes liées notamment aux crises aviaires. Les personnes n'ont pas de visibilité sur leur trésorerie et ne veulent pas s'engager sur la création de retenues. Mais le point le plus majoritairement soulevé par les agriculteurs que nous avions interrogés, c'était le financement. C'est-à-dire qu'une retenue moyenne, c'est 30 000 mètres cubes. On a instruit les dossiers de subvention pour la région et l'Europe pendant quelques années. On a vu les devis et les factures. On estime que le coût moyen d'une retenue, c'est 9 € le mètre cube. Alors ça va du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire des études, le terrassement, le génie civil, le réseau d'irrigation, le réseau d'électricité, tout jusqu'au matériel d'irrigation. Donc 9 €. Donc ça fait une retenue à peu près 270 000 €. Et l'agriculteur nous dit, s'il n'a pas la moitié de subvention, ce n'est pas viable économiquement. Donc là, ça nous fait aller vers les financements de projets. Donc, entre 2016 et 2022, la région et l'Europe, la région de Nouvelle-Aquitaine et l'Europe ont financé des projets sur le périmètre de la région. Donc le taux d'aide, c'était entre 60% et 80%. Il y a eu 15 projets de création ou d'agrandissement dans les Landes, aidés à un montant total d'environ 2 millions d'euros, soit 65% des dépenses. En 2024, il y a eu 2 appels à projets. Le premier, celui du ministère de l'Agriculture. Malheureusement, pour les Landes, aucun projet n'a été retenu dans les Landes. Et il y a eu un appel à projet, lancé par la région et toujours l'Europe, le FEADER. Le taux d'aide était de 45%, bonifié de 15% si l'agriculteur était un jeune agriculteur. Une des particularités de cet appel à projet, c'est qu'il y avait des critères agro-environnementaux assez importants. Il y a eu 2 demandes déposées dans les Landes et la sélection est en cours où ça doit ça devrait sortir prochainement. Juste par comparaison, et pas pour faire de la surenchère, mais côté Gersois, donc sur l'appel à projet 2024, ministère de l'Agriculture, on a eu 6 projets qui ont été retenus. Et côté région, mais là, Occitanie pour le coup, pour ce qui nous concerne, il y a eu 19 dossiers déposés, donc qui concernent à la fois des réseaux d'irrigation et des retenues. Et les retenues sont au nombre de 10 sur 19. Et donc on attend effectivement également les retours qui seront faits par la région. Voilà, je crois qu'on a fini. Ben, merci. Je vous propose d'avoir un petit temps d'échange sur tout ce que vous avez pu entendre. Si vous avez des questions, des remarques ou des retours d'expérience peut-être à partager, elles sont les bienvenues. Donc si vous voulez vous exprimer, je vous invite à lever la main. Il y a un deuxième micro qui va circuler. Et voilà, donc n'hésitez pas. Ah, il y a une question là-bas. Il y a un fouin qui se lance. Bonjour, François Darbeau, je suis agriculteur dans les Landes et élu à la Chambre d'agriculture. Donc Christophe a parlé du travail conjoint de la DDTM de la Chambre d'agriculture. Alors pour quelques précisions, on va dire, côté vision de l'agriculteur, Christophe avait fait un trait droit pour montrer les différentes démarches à suivre dans la préparation du dossier. Bon, moi je dirais plutôt que la vision de l'agriculteur, c'est un chemin qui est beaucoup plus sinueux, parce qu'on est quand même sur des démarches qui sont très compliquées. Et on le voit à la fin, hein, sur, alors je ne sais pas quelle période, mais j'ai retenu 4,5 millions de mètres cubes qui auraient pu être créés en stockage. Au final, on en a 400, allez, on va dire 500 000, donc on va dire entre 10 et 15%. Alors les raisons ont été présentées, c'est notamment des problèmes de financement parce que les coûts sont très élevés. Et pourquoi les coûts sont très élevés ? C'est parce que les normes demandées
et les prescriptions demandées pour la création d'ouvrages sont malheureusement très importantes. Alors, je ne crois pas qu'on ait ici ni de députés, ni de députés européens qui votent les lois ou qui font, donc on ne pourra pas modifier ça, je veux dire, aujourd'hui. Par contre, moi, ce que je regrette, c'est que le SAGE, donc la plupart des gens qui sont ici dans cette salle, votent alors le norme, c'est pas le mot qui est adapté, mais votent des prescriptions qui sont encore plus restrictives. Et je crois que ça, malheureusement, c'est regrettable, parce que la suite, c'est que pour pouvoir mener à bien des projets, il faut que les porteurs de projets, alors quand c'est de l'irrigation, les agriculteurs, aillent demander à la collectivité de les accompagner. Bon, quand on voit l'état actuel des financements, alors des collectivités au sens large, en partant de la commune jusqu'en haut de l'État, je ne crois pas que la période soit à dépenser de l'argent à tout va, et ça je peux le comprendre. On est quand même là pour créer de l'activité économique sur nos territoires. C'est malheureux qu'aujourd'hui on ne puisse pas y arriver. Là aujourd'hui on bénéficie du travail qui a été fait il y a une génération. Ça a été présenté durant les années 70 au milieu des années 90. Aujourd'hui on en bénéficie encore et c'est tant mieux. Mais malheureusement voilà, on n'arrive plus à créer ou très peu de nouvelles activités économiques sur notre territoire qui permettraient notamment de faire vivre nos territoires, et aussi à la fin quand même il faut y penser par nos impôts et par l'activité qu'on génère de créer de l'argent public. Bon voilà, je trouve que c'est un peu dommage. Merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit ? Ah oui. Donc, Mathieu Plouvier pour la Chambre d'agriculture du Gers. Je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit, et ce que je rajouterais, sans me faire de redite, mais c'est que il faut arrêter de surtransposer le règlement européen au niveau français et encore plus au niveau des SAGE et des SDAGE. Ça, c'est vraiment un point très important. Il faut absolument qu'on se mette en conformité locale, mais qu'on arrête d'en chercher plus. On ne va pas faire plus blanc que blanc. Il faut qu'on redonne de la compétitivité, qu'on redonne un nouveau souffle et qu'on crée de la ressource pour demain. Parce que ce n'est pas pour nous directement qu'on va créer la ressource, c'est pour nos générations de demain, les agriculteurs de demain, les citoyens de demain. Et on est en plus à vocation de faire des ressources multi-usages, et pas que pour l'économie agricole, mais au sens large. Donc il faut absolument qu'on retravaille sur ces sujets-là d'autorisation et de réglementation au niveau des SAGE. Est-ce qu'il y a d'autres remarques aussi ? Oui. J'entends bien les remarques venues du monde agricole, et on comprend effectivement le besoin de compétitivité et d'amélioration de la vie économique et financière des exploitations agricoles. Néanmoins, ce qui est pris... oui, je suis Vincent Larsen, technicien rivière au syndicat du Midou et de la Douze dans les Landes. Pardon pour ne pas m'être présenté. Et ce que je veux dire, c'est que cet excès de réglementation qui est ressenti par vous comme un excès, enfin cette réglementation qui est ressentie comme un excès, elle a quand même des fondements par rapport au fonctionnement des milieux aquatiques, notamment, aussi de la biodiversité sur certaines données. Et je veux dire qu'il ne faut pas non plus penser que alléger ces prescriptions par rapport à l'état d'un milieu ne puisse pas avoir des retombées qui soient négatives pour votre activité dans le temps. Voilà. Oui, Paul Carrère. Écoutez, moi, j'entends ce que dit François et ce que dit Mathieu sur les normes. Ça n'engage que les organisations syndicales qu'ils représentent aujourd'hui et les chambres pour lesquelles ils travaillent. Moi, je partage une partie de leur analyse sur la complexité. Je partage aussi le choix du multi-usage, le choix d'un schéma raisonné, le choix de projets de territoire travaillés. J'espère surtout que malgré les contraintes qui sont importantes, mais qui sont pour certaines légitimement importantes,
Moi, la problématique que j'ai, puisque je le vois bien, on a une présentation du Gers et une présentation des Landes, c'est aussi la difficulté de portage d'un territoire à l'autre, parce que les arbitrages réglementaires ne sont pas nécessairement lus de la même façon entre 2 départements. Alors quand on est président de l'institution Adour et qu'on a 4 départements, on a des fois 4 lectures. Je me permets de le dire aussi, puisque tout le monde est là, mais je l'ai dit largement au préfet correspondant, hein, donc je n'ai pas besoin de boîte aux lettres. Mais en l'occurrence, je pense qu'il faut qu'on arrive à travailler sur les modèles qui nous sont réglementairement proposés. Alors les sages ont bon dos de tout régler, mais si les sages sont là, c'est parce qu'on leur a demandé d'appliquer des réglementations qui étaient faites, de pas nécessairement les impacter encore plus, mais au moins de les retraduire territorialement, c'est plutôt ça. Donc moi je me méfie un peu de la présentation de Christophe Arruti qui s'appuie sur le choix des sages. C'est pas les sages qui décident de tout, c'est les sages qui appréhendent la réglementation et qui la retraduisent sur leur territoire. Mais au-delà de ça, je crois au fonctionnement partagé des projets de territoire. Alors moi il y a quelque chose qui me contraint, c'est que je suis président de l'institution Adour depuis 2015, et je vais être le seul président qui n'ait pas créé la moindre ressource depuis 2015. Donc je sais pas ce qu'on va finir par créer, mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait des arbitrages pour qu'on soit en capacité technique, économique. Là, François, tu as raison, sur le fait que ça soit beaucoup trop cher par rapport à ce que ça engendre. Mais malgré tout, il faut considérer aussi que l'argent public n'est pas là que pour financer des opérations de portage privé. Parce qu'on est quand même dans un schéma économique. Alors certes, il faut créer de l'économie agricole, il faut faire travailler les territoires, mais on ne peut pas financer que l'eau agricole. Donc il faut faire très attention à cet équilibre, à cette répartition de la recette engendrée, à cette répartition du portage. Et je pense que le projet de territoire, même s'il est trop long et contraignant, est pour moi le seul moyen qui permet d'avoir aussi une forme d'unanimité de portage. On voit quand même que certains équipements sont largement décriés, que d'autres, dans un schéma de travail partagé, on essaie de fonctionner avec un consensus trouvé ou en cours de qualification. Et donc on va arriver à porter des projets collectifs. Là où effectivement c'est peut-être un peu dommage, c'est que le Gers a eu une forme de dynamique un peu gymnastique plus intéressante que les Landes à un certain moment. Je sais qu'il y a eu beaucoup de projets portés en Chalosse à un certain moment qui se sont vus refuser pour des histoires diverses et variées, certaines d'écrevisses à pattes blanches. J'ai le souvenir à Montségur, à Mans, pour ceux qui les connaissent, ces sujets. Il y avait des problématiques, mais on est passé à côté de certaines zones où il y aurait pu avoir de l'irrigation à taille humaine, si je puis dire. On n'a pas pu le faire pour des raisons qui ont dépassé largement l'engagement des élus des territoires qui les ont accompagnés. Et maintenant, il faut qu'on arrive à rentrer dans un schéma. Alors, moi, j'entends dire qu'il va y avoir des simplifications techniques et réglementaires. Je les attends, mais je pense que certaines d'entre elles, actuellement, permettent malgré tout de travailler dans un schéma concerté et dans un schéma de bon sens aussi. Alors, c'est pas toujours le bon sens paysan, mais c'est malgré tout le bon sens. Et il faut qu'on arrive à trouver des stratégies. Alors après, on est sur des schémas d'aide qui sont entre 50 et 65% d'accompagnement financier, ce qui n'est pas neutre, hein, mais on se rend compte qu'il y a de tels enjeux de règles et de réglementation et de contrôle même après en fonctionnement que les irrigants, malheureusement, n'ont pas les moyens de porter le reste à charge, c'est-à-dire les 30 à 35%. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être revoir les modalités d'accompagnement, mais il est difficile d'aller au-delà dans la mesure où on ne va pas au-delà pour les structures publiques non plus qui portent des opérations de ce type. Donc c'est difficile en matière de portage économique. Oui, bonjour Michel Chanu. J'avais une petite question, moi, c'est comment vous avez réussi à faire diminuer le taux de phosphore à Parentis, si ce n'est à fermer l'usine? Je ne comprends pas comment vous avez fait. Alors moi, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répondre à cette question? Parce que naturellement, ce n'est pas possible. Soit on oxygène, soit on élimine les rejets, mais il y a quelque chose. C'est gestion des rejets, hein, principalement, mais je n'ai pas plus de précision. Vous n'avez pas fermé les usines, rassurez-moi. Ah, tu as une idée, Nicolas? Oui. Oui, bonjour, Nicolas Mangin, département des Landes. Oui, l'usine a fermé, tout simplement. Voilà. Alors pour autant, derrière le phosphore, la problématique n'est pas résolue dans la mesure où le phosphore aujourd'hui, il est stocké en fait dans les sédiments. Donc voilà, donc il y a quand même une problématique qui réside sur ce plan d'eau.